Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Ronan Devilliers, cofondateur et CEO de OSS Ventures, spécialiste français de la création de start-up à destination des industriels. Né à Bourges et ayant grandi dans plusieurs pays en tant que fils de militaire, Ronan revient sur sa carrière, qu'il a menée de responsable de production, à bras droit du COO de Richemont, puis à la création d'une start-up au Brésil, pour arriver enfin à la création de OSS Ventures en 2018. Profondément attaché au monde de l'industrie et à ses valeurs, Ronan nous explique comment OSS aide les industriels à digitaliser leur site de production avec un modèle unique de création de start-up. 8 ont été créés à ce jour, pensés pour répondre aux besoins directs des industriels. Un modèle unique et passionnant. Sans plus tarder, mon échange avec Ronan. Bonne écoute. Ronan, merci beaucoup de nous accorder ce temps d'échange. Merci de l'invitation. Donc Ronan, pour commencer, la question un peu traditionnelle, est-ce que tu pourrais nous pitcher en quelques mots OSS Ventures? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Super, donc OSS, c'est un venture builder, donc ça veut dire qu'on lance des startups. Par rapport à un accélérateur ou un incubateur, nous on lance des startups à partir de rien, c'est-à-dire qu'on prend des entrepreneurs qui n'ont pas d'idée mais qui veulent bosser dans les usines. On les amène dans les usines et on co-construit avec eux les premières briques logicielles et les premiers clients en 6-9 mois et on se rémunère parce qu'on prend des pourcentages dans les boîtes. D'accord, merci pour cette présentation succincte. On en reviendra plus en détail plus loin dans notre échange. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles un peu de toi. Qui est Ronan? Comment t'as eu l'idée de lancer OSS Ventures? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu faisais avant? Je suis fils de militaire et du coup j'ai vachement bougé dans ma vie. Et après, j'étais pas du tout programmé pour faire des grandes études ou des trucs comme ça. J'étais juste bon en maths, donc j'ai pu faire une école d'ingénieur parce que j'étais bon en maths. Et je suis un peu tombé dans l'industrie tout petit, c'est-à-dire que dès ma sortie d'école, je suis allé dans les usines, j'ai trouvé ça incroyable. Quand on est un peu nerd comme moi, on trouve ça cool. Du coup, je me suis baladé dans les usines, un peu tous les postes, dans plusieurs boîtes, et pour finir jusqu'à être dans une très grosse boîte de luxe qui s'appelle Richemont. Et à la fin, je me demandais un peu, et je me suis dit, est-ce que je remets une pièce dans la machine? Est-ce que j'ai déjà fait ça 8 ans? Est-ce que je le fais 20 ans? Et poser la question, c'était déjà y répondre. Donc, je suis parti de Richemont, j'ai monté une boîte de technologie, parce qu'en fait, à côté de mon boulot dans les usines, je codais, je faisais des trucs open source, etc. C'était quoi ton boulot dans les usines précisément? Mon boulot dans les usines, alors j'ai un peu tout fait, mais notamment j'étais responsable de production, j'étais responsable de ce qu'on appelle l'amélioration continue, c'est-à-dire en gros les projets qui font que tu es mieux organisé, et donc tu arrives à faire plus de production, que ce soit mieux, que la qualité soit meilleure. Et jusqu'à la fin, en fait, j'étais le bras droit du COO, donc la personne qui est responsable de toutes les usines chez Richemont. Et donc là, c'était un taf un peu plus stratégique de dire où est-ce qu'on pose des usines, où est-ce qu'on n'en pose pas, comment on fait pour que les montres à 40 000 balles arrivent au bon moment, au bon endroit, ce genre de sujet. Donc ouais, c'était ça que je faisais, moi j'adorais. Et du coup après, je suis parti faire un peu autre chose. Je suis parti dans la technologie. J'ai monté une boîte entre Rio et San Francisco, une boîte qui était spécialisée en intelligence artificielle et qui en gros permettait à des gens qui n'avaient pas de CV et qui savaient pas ce qu'ils devaient faire dans la vie de se révéler et de voir quelles étaient leurs bonnes compétences. Ça s'appelait Chance, on l'a fait avec deux cofondateurs. Et en fait, on avait des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettaient de dire à quelqu'un, tiens, toi, t'as un sens du détail qui est énorme et t'aimes bien quand on t'embête pas trop et parler aux gens, c'est pas trop ton truc. Donc en fait, va plutôt bosser dans un entrepôt plutôt que d'être au front desk chez Accor Hotel. Et ça a plutôt bien marché avec mes deux cofondateurs. On est monté à une quarantaine d'employés. On avait pas mal de gros clients au Brésil. Ça a marché aussi. On avait des investisseurs qui étaient venus de San Francisco, des trucs comme ça. Et pour la phase d'après de la boîte, mes cofondateurs, ils ont voulu rentrer en Europe. Moi, je voulais pas trop rentrer en Europe. Et du coup, j'ai vendu mes parts et je me suis retrouvé à 30 ans et quelques, avec un peu d'argent. Je savais un peu faire de la tech, je savais un peu faire les usines et je me demandais bien quoi faire parce que je tiens pas en place. Voilà. Donc du coup, fils de militaire, donc tu as vécu dans plusieurs pays, je suppose, au départ?
Ouais, on bougeait tous les 2 ans, donc j'ai fait l'Afrique, le Japon, l'Allemagne, la Suisse. Donc tu avais déjà une vision très, on va dire, internationale dès ton enfance, on va dire. Ouais, et puis, enfin, un truc que j'ai vu, qu'on m'a dit notamment quand j'étais à Rio, ils me disaient, mais toi, t'es pas vraiment français en fait. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que aussi c'est que tu as la chance de voir plein de cultures différentes, plein de façons de penser aussi différentes et plein de valeurs qui sont vachement différentes. Par exemple, quand j'étais au Japon, une des valeurs hyper cardinales, c'était le respect et jamais passer pour un con, alors que bah, au Brésil, tu passes par un con, c'est pas grave quoi. Donc c'est rigolo de voir ces différences-là, et en tout cas, j'espère que ça rend un peu humble quoi. Et enfin, parce que du coup, quand t'es rentré chez Richemont, comme tu disais, t'as atterri dans un poste qui était quand même très très important, surtout pour ton âge. Qu'est-ce qui t'a poussé à tout plaquer pour aller à Rio et monter une start-up? C'est quand même un choix très atypique, on va dire. C'est intéressant cette question que tu poses, parce que il y a deux choses. La première, c'est que Richemont, c'est une boîte incroyable qui m'a donné plein de choses, enfin, je suis hyper reconnaissant. Et à la fois, tu sentais un peu que c'était l'ancien monde, tu vois, en termes de digital, en termes de compréhension du nouveau monde. Et puis moi, à côté, tu vois, j'avais monté le Hackerspace de Neuchâtel. J'étais avec des hackers où on refaisait le monde en codant des trucs qui n'avaient aucun sens mais qui étaient rigolos. Et du coup, il y avait une espèce de déconnexion entre qui j'étais le week-end et qui j'étais la semaine, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est qu'en fait, bon, j'ai eu des trucs personnels dans ma famille, tu vois, des décès, des trucs où tu te poses et tu te dis, attends, mais en fait, est-ce que je vais passer les 20 prochaines années de ma vie à bosser 16 heures par jour, parce qu'en fait, je sais pas trop bosser autrement, mais pas pour ma boîte et pour bah, un projet de société, de vie qui est pas forcément aligné avec qui je suis, quoi. Comment t'as eu l'idée justement de lancer cette boîte dans l'intelligence artificielle, le concept, et puis pourquoi Rio? Est-ce que tu connaissais déjà tes cofondateurs avant de partir? C'est assez rigolo, c'est que l'idée, en fait, elle vient d'un constat ultra simple, qui est que le recrutement chez les cadres, t'as plein de trucs, t'as LinkedIn, t'as machin, ça marche hyper bien. Mais le recrutement, dès que t'es pas cadre, donc en gros, bah, tous les mecs que je voyais moi dans les usines, quoi, en fait, ce recrutement-là, il est hyper dysfonctionnel. Parce que en gros, tu recrutes un horloger, le seul truc que tu regardes, c'est sur son CV s'il a été horloger avant, quand il a un CV. Mais en fait, ce qui fait un bon horloger, c'est pas du tout d'avoir été horloger avant, c'est d'être précis, d'avoir un amour du détail, d'adorer le beau, des choses comme ça. Et ça, comment tu fais pour le voir sur un CV? Et par rapport au cadre où tu as plein de tests psychologiques, machin, etc., les mecs qui ont pas trop de diplômes, etc., c'est une ressource qui est complètement pas visible de personne. Et du coup, en fait, le point de départ, c'était ça. C'était de dire, dans certains jobs, tu as 40% de churn. C'est-à-dire, tu as 40% de mecs qui se barrent avant 6 mois, parce qu'en fait, ils se rendent compte que le boulot est pas fait pour eux. Et du coup, la question, c'était, comment est-ce que tu fais pour savoir si le boulot est fait pour eux avant? Et alors, au début, on pensait leur demander, mais en fait, il fallait pas leur demander parce que eux-mêmes savaient pas. Et du coup, le concept, c'était qu'ils se révèlent à eux-mêmes et qu'ils comprennent là où ils sont super forts et qu'est-ce qui leur rend heureux. Enfin, tu vois, avec une pipelette qui est hyper, qui adore parler aux gens, etc. Tu la mets à la réception d'un hôtel. Elle est heureuse parce qu'elle aide les gens, elle est tout le temps en train de parler aux gens, etc. Mais une jeune femme qui aime pas trop parler aux gens, qui adore les détails, ben elle va être malheureuse au même poste, quoi. Alors que tu regardes le CV, c'est le même CV. Du coup, ça c'était le constat de base. Et du coup, l'intelligence artificielle, c'est la tech qui permettait de régler le constat de base. Et pour mes cofondateurs, en fait, on s'est rencontrés à un event qui était organisé par Google, parce que au moment où je me disais qu'est-ce que je vais faire, j'allais un peu partout. Et du coup, il y avait Google qui avait organisé des rencontres entre entrepreneurs. Et du coup, j'ai rencontré mes deux cofondateurs là-bas, Ludo et Clem. D'accord, donc vous avez discuté d'idées tous ensemble et vous êtes dit on va à Rio, on monte la boîte et on va voir comment ça se passe. Alors en fait, on est allé à Rio pour plusieurs raisons, mais notamment une, c'est que en fait le business des données personnelles, c'est un peu illégal en France, sur le modèle qu'on avait à cause de la RGPD et tout ça. Et du coup, en fait, si on voulait aller sur un gros marché où il y avait beaucoup de gens qui avaient pas trop de diplômes et que tu pouvais quand même opérer, tu avais en gros le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud, et on a choisi le Brésil. C'est pas un mauvais choix, on va dire. Ouais. Au niveau du cadre de vie, j'imagine que c'était quand même sympa. Ouais, c'est exactement ça. Quoique, enfin, une raison pour laquelle on est parti, c'était aussi sécurité, quoi. C'est-à-dire que opérer au Brésil, c'est vraiment compliqué. Et du coup, donc cette aventure a duré quelques années. Et puis donc t'as revendu tes parts à tes successeurs et c'est là que tu t'es dit je vais revenir en France pour me lancer dans une aventure et revenir à mes premiers amours, l'industrie.
Ouais, bah, en fait, quand j'ai vendu mes parts, il y a ma femme brésilienne qui m'a dit Ronan, faut absolument que tu fasses un truc parce que en fait tu tournes en passant des calls dans le salon et ça devient insupportable. Donc, bon, il fallait que je fasse un truc. Et, euh, et en fait, au début, je me suis dit bon, je vois à peu près ce que c'est qu'une usine. En tout cas, j'ai passé du temps dedans. J'ai un peu compris ce que c'est que la tech et puis j'ai eu la chance que nos investisseurs, Google Venture et tout, ils nous expliquent vachement ce que c'est que la technologie. Et je me suis dit bah je vais être investisseur dans la tech dans les usines quoi. Et du coup j'ai passé 200 appels en 2 mois et demi à 200 boîtes qui faisaient ça. Et les 3 constats que j'ai eus, c'était les fondateurs, ils sont trop forts, trop cool. Alors, j'avais envie de bosser avec la moitié des gens avec qui je parlais parce que au niveau humain, enfin, t'atterris pas dans une usine par hasard, quoi. Au niveau humain, c'était top, etc. Mais par contre, malheureusement, le deuxième constat, c'était que quand t'as vu comment les boîtes sont structurées à San Francisco, quand t'as vu le niveau un peu qui est demandé aux boîtes de tech à San Francisco, tu prends un peu l'étage tu prends un peu l'ascenseur vers le -1 quand tu reviens. Parce qu'en fait, il y a un petit problème d'écosystème, c'est-à-dire que ça commence, mais tu vois, tu vas à San Francisco, t'as que des mecs qui ont passé 5 ans chez Google, qui ont appris leur boulot chez Google, chez Facebook ou machin, et du coup, ils savent faire de la tech. Alors que en Europe, ça commence à arriver, tu vois, t'as les anciens de Blablacar qui arrivent, t'as les anciens de Sigfox, etc., mais c'est encore peu par rapport aux US. Donc ça, c'était le deuxième constat. Et le troisième constat, qui était assez rigolo, c'était qu'en fait, les seuls gens qui lançaient des boîtes dans les usines, c'était soit des gens qui venaient des usines mais qui savaient pas trop faire de la technologie, soit des gens qui venaient de la technologie mais qui s'imaginaient ce dont les usines avaient besoin et en fait pas du tout, parce qu'ils allaient pas voir les usines, parce que les usines les laissaient pas entrer. Et du coup, quand j'ai vu ces 3 trucs-là, je me suis dit ok, mais en fait si je suis investisseur, je vais perdre mon pognon. Et du coup, j'ai appelé pas mal mes mentors, etc. Et en fait, c'est par là qu'on en est arrivé au modèle de OSF. Et du coup, donc les 200 boîtes que tu as appelées, si je comprends bien, c'est 200 boîtes offrant de solutions de technologie pour l'industrie. Tu les as trouvées, tu les as appelées et Exactement. tu l'as. D'accord. Non, c'est original de fonctionner comme ça. Ça t'a permis vraiment d'avoir un feedback de qualité de tous ces acteurs et de te faire ton opinion par toi-même. Ouais, alors après, bah, comme souvent, c'est après qu'on est intelligent. C'est-à-dire que moi, à la base, je voulais les appeler pour savoir si je pouvais investir dedans. Mais au final, j'en ai déduit un truc sur le marché, quoi. Et c'était que des boîtes françaises que tu avais appelées ou c'est des boîtes européennes? Non, enfin, c'est européenne, ouais. Européennes. Française D'accord. européenne. Et Et donc, d'ailleurs, ils avaient tous à peu près le même fonctionnement, même pas uniquement français, les autres aussi, les autres pays d'Europe, c'était à peu près ouais, alors il y a des résultat. dominantes, les Estoniens et les Polonais, ils sont vachement forts, quoi. Vraiment vachement forts. Les Allemands, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont vachement ingénieurs, donc ils font des bécanes, mais ils font pas vraiment de la tech digitale. Et puis en plus, les usines veulent des serveurs chez eux, machin. Enfin, c'est assez peu digital, c'est plus technologique au sens machine du terme, quoi. Et en France, on a des ingés de ouf, mais par contre, il y a pas assez de startups. Enfin, et juste un number, tu vois. Donc j'ai appelé 200 boîtes. L'industrie, en gros, c'est 20% du PIB mondial, et c'est 1% des startups. C'est-à-dire qu'il y a 20 fois pas assez de boîtes. Non, mais c'est un constat que même moi, dans mes activités précédentes, j'ai remarqué, c'est que généralement, les gens de la tech sont pas forcément attirés par l'industrie de premier abord. Ils ont une vision un peu germinale, on va dire. Ouais, alors que c'est plus du tout ça en plus. Et puis il faut plus que ça le soit. Hmm. Et puis, enfin, il y a un truc aussi qui est top pour le coup, c'est que, enfin, tu vois, quand t'es codeur ou data scientist, t'as 30 balais, tu peux aller prendre 100 ou 200 k dans n'importe quelle boîte. T'as dans ton LinkedIn, t'as 10 appels par semaine. Mais en fait, quand tu vas bosser dans une boîte de food tech ou des trucs comme ça, ok, super. Mais il est où le sens, quoi? Alors que quand tu te dis, je vais filer un truc pour que le mec à Châtellerault, qui a pas le bac, sa vie elle soit mieux, il y a quand même un sens qui est vachement fort, tu vois. Et le côté réindustrialiser les territoires, le côté permettre que les usines elles soient aussi technologiques et que justement ce soit plus germinal, quoi, que t'arrêtes de taper sur un marteau, tu fais juste des trucs qui ont du sens et avec de la technologie et enfin voilà. Bah en fait, ça fait que les mecs qui pourraient prendre 200 k à faire n'importe quoi, bah au final ils sont contents de travailler pour les vrais gens, quoi. Hmm. Ah, mais je me rappelle on a discuté avant cet échange et on parlait tous les deux de la fameuse diagonale du vide de Christopher Guillouis, donc Ouais. le géographe, et on avait à peu près le même constat, c'est que c'était le moment maintenant de vraiment mettre en avant l'industrie en France dans les territoires et de permettre à des gens qui ont
des certaines compétences d'aller dans ces territoires et pas de rester uniquement dans les grandes métropoles, quoi. C'est clair. Enfin, tu vois, ma famille sont natifs de Bourges, avec la caserne de Bourges. C'est pour ça qu'ils sont tous militaires. Mais et c'est juste, tu vas à Bourges, c'est dévasté, quoi. Il y a une vitrine sur 2 de la rue moyenne qui est en faillite, quoi. Et donc du coup après, donc t'as appelé ces 200 boîtes, t'es revenu en France et on est à quelle période là? On est Là, 2000. On est toute fin 2018. Donc toute fin 2018. Et là tu te dis bon, maintenant il faut que je développe le modèle. Donc comment tu t'y es pris? Est-ce que tu t'es entouré? Est-ce que t'es parti tout seul? Ouais, alors en fait, un des trucs que j'ai retenu de ma première expérience, c'est que les cofondateurs, c'est juste hyper important. Du coup, premier truc, c'est j'ai appelé les gens les plus malins que je connaissais, avec lesquels j'avais le plus envie de bosser. Et du coup, on a assemblé un peu la Dream Team avec mes 2 autres cofondateurs. Donc, tu as Mickaël Valentin, qui est un mec des Vosges, un peu. Enfin, moi, je suis de Bourges, lui, il est des Vosges, quoi. Tu sens le terroir, quoi. Et depuis, enfin, tu vois, le mec, il est dans les usines en Californie, il a écrit un bouquin sur le modèle Tesla, et c'est le bouquin qui s'est le mieux vendu sur le futur du manufacturing. Donc quand il parle à un directeur d'usine et qui lui dit en fait le futur c'est par là, le mec il écoute, et du coup ça a pas de prix, quoi. Ça, c'est mon premier cofondateur. Et mon deuxième cofondateur, c'est Charles Bouygues. Et Charles Bouygues, tu vois, il a été patron de 7 usines. Et moi, j'aime bien faire le test de Charles Bouygues, parce qu'en fait, quand avec les équipes tech et les designers, on voit des trucs, après on va voir Charles, on lui dit tu penses que ça se vendra? Et 3 fois sur 4, il fait c'est une énorme connerie, ça se vendra jamais votre truc, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Et du coup, c'est un super test. Ça permet de pas faire de conneries. C'est un premier filtre important. Oui, c'est ça. Et puis, c'est un filtre passe haut. C'est-à-dire que quand tu passes le test du Charles Bouygues, t'es pas mal, quoi. Et donc du coup, concrètement, vous recrutez ou enfin vous attirez des codeurs, des développeurs, comme tu dis, qui sont plutôt la tête bien faite. Vous leur dites voilà, nous on vous propose d'aller dans des usines, regardez comment ça se passe, on vous donne tous les accès, vous avez juste à vous pointer, à prendre le train et y aller pendant quelques temps, et après discuter avec les gens, et après vous revenez avec des idées. C'est comme ça le Ouais, concept? c'est ça. Et en fait, le premier truc qu'on a fait une fois qu'on a monté la Dream Team, c'est en fait, moi, je me suis tout de suite tourné vers les clients finaux. On a fait le tour de France des usines, quoi. Et en fait, les mecs des usines, je leur disais tout le temps le même truc. Je leur disais, écoute, t'as probablement pas de budget, parce que c'est la merde, donc personne n'a de budget. Donc t'as probablement pas de budget, et t'as probablement pas des mecs qui savent faire de la tech, qui viennent dans tes usines pour essayer de régler les problèmes. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est je t'envoie gratuit des mecs qui regardent les problèmes et qui potentiellement te les règlent pour 0 € parce que c'est OSS qui paye, parce que c'est nous qui dépensons le cash. Et du coup, par contre, en face de ça, parce que là, ça paraît super cool, en face de ça, c'est 2 trucs. C'est un, quand on appelle, on a le droit de débarquer la semaine d'après. C'est pas dans 4 mois, t'as pas besoin de demander la permission à 800 personnes, quoi. C'est un. Et deux, si on change d'idée et qu'on pivote, bah tu peux pas nous dire non, quoi, parce que vu que tu payes pas, tu peux pas nous dire non. Et en fait, on a réussi à créer ce petit réseau là. Là, on a une petite trentaine, une petite trentaine d'usines. Et ce petit réseau, en fait, ça permet qu'un entrepreneur, quand il arrive avec nous et qu'il dit ok, je partage la vision, je comprends, etc., on l'envoie dans 30 usines. Il a tous les problèmes potentiels à régler et il en choisit un. Et là, on commence et on fait du design, on commence à construire les solutions tech, etc. Et généralement, on part avec 2-3 usines en même temps, où on co-crée la solution. En fait, quand tu as co-créé la solution avec 3 usines, ça permet déjà que la 4e usine, il y ait une probabilité non nulle que ça marche, quoi. Et ça permet aussi un autre truc, qui est de leur dire, mais attends, mais ok, tu me demandes ça, mais sauf que, regarde, dans les 2 autres usines, il n'y a pas ça. Donc, en fait, on va pas réchauffer l'océan. Et du coup, ouais, c'est ça. Et sur l'équipe en interne du studio, moi, je suis parti avec 4 personnes, avec en gros des designers et des codeurs internes au studio. Et après, chaque cohorte, on les lance tous les 3 à 6 mois, à peu près. J'ai 1 milliard de questions sur le concept. Je trouve ça c'est juste dingue, et c'est vraiment super intéressant. Déjà, est-ce que les usines sont uniquement en France ou c'est en Europe? Alors en fait, ce que je dis tout le temps et ce qui est vrai, c'est qu'on fait 40% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que le manufacturing, c'est ultra internationalisé. Mais en fait, aujourd'hui, on bosse quasiment exclusivement avec des groupes français, avec leurs filiales à l'étranger. Parce qu'en fait, tu fais un truc à Châtellerault, tu penses que c'est le trou du cul du monde et qu'il n'y a plus rien qui va se passer. Sauf que le truc marche, du coup, ça remonte. Puis t'as le PDG qui fait une visite pour dire putain, c'est bien les jeunes. Et il dit, bon, by the way, j'ai une usine en Roumanie, une usine aux US, vous pouvez pas mettre le truc là-bas aussi. Et du coup, en fait, ça s'est fait ultra naturellement que on est vachement internationalisé, quoi. La deuxième question, c'est quand t'es venu toquer à la porte de tous ces groupes industriels français, t'as pas eu de difficulté à ce qu'ils te rencontrent quand tu leur as présenté le concept? Beaucoup.
Ouais, ça, je me disais. En gros, les stats, c'est t'avais un tiers de gens qui nous ont dit ouais, c'est intéressant, pourquoi pas, allez, on teste. Après moult hésitations. T'as eu un tiers de gens qui ont dit bah, dès que ça marche, moi je suis prêt à payer, mais je suis pas prêt à co-créer avec vous. Et t'as un tiers de gens qui m'ont dit en gros ouais, j'y crois pas du tout, vous venez avec vos baskets, mais ça marchera jamais. Et puis du coup, bah, ils nous ont pas rappelé, quoi. Et du coup, bah, ce que tu disais, le un tiers qui disait, moi, je suis prêt à payer, mais pas à co-créer, ça veut dire il voulait avoir l'exclusivité si la technologie fonctionnait, il voulait la garder pour eux, on est d'accord? Ouais, c'est très souvent. Et bien évidemment, on dit non. Ouais, c'est ça. C'était une de mes questions. J'imagine que les grands groupes, ils sont assez connus pour ça, pour faire développer les technos par les petits, puis après leur dire, Ouais. bah, maintenant c'est à moi. Alors c'est pas. Je veux la propriété intellectuelle. Ouais. En fait, c'est pas très politiquement correct, ce que je veux dire. Mais en fait, quand t'es une startup, nous, 90% de notre chiffre d'affaires, c'est des ETI. Donc, des ETI, c'est les boîtes qui sont en dessous des grands groupes, mais au-dessus des PME. Donc, tu vois, le client parfait, c'est le groupe encore un peu familial qui a 5-6 usines. Et qui, tu vois, peut pas se payer en interne des hordes de consultants en digitalisation. Et surtout, en fait, les grands groupes, c'est des cycles. Enfin, tu vois, on parle à la moitié du CAC 40, on a signé avec 2 mecs du CAC 40, mais ça a pris 1 an et demi. Et juste quand t'es une startup, 1 an et demi, c'est juste beaucoup trop de temps, quoi. Quels sont les secteurs industriels dans lesquels vous travaillez le plus, enfin, avec lesquels vous avez le plus de rapports? Aujourd'hui, on est très très présent sur luxe, aéro, agro, pharma, défense, oil and gas, pharma. Les trucs où c'est chaud en ce moment, c'est textile. Notamment parce que textile, en fait, bah, en France, t'en as plus trop, quoi. T'en as quelques-uns qui essayent de recommencer, mais t'en as plus trop. Et Les de façon. textiles techniques, ouais. Ouais, exactement. Et un truc assez contre-intuitif, c'est automobile. On sait pas pourquoi, parce que c'est quand même un gros truc, mais on bosse pas avec eux. Ils ont refusé, enfin ils ont refusé vos approches ou Bah, en fait, quand tu regardes l'automobile, t'as une pression sur les coûts qui est de dingo, quoi. Et les gros, ils sont déjà maqués avec Google, tous les autres. Et en fait, c'est Google qui te fait ta digitalisation. Enfin, tu vois, un des trucs, moi, qui m'a scandalisé, c'est quand Renault bosse avec Google pour faire sa digitalisation. Et en fait, bah, quand c'est un GAFAM qui fait ta digitalisation, globalement, ça veut dire que dans 5 ans, il t'aura piqué ta marge, quoi. ouais, c'est pas une vision très long terme, on va dire. Ouais, ben, et t'as ça, à côté, t'as Carlos Ghosn qui dit nous ne serons pas les fournisseurs de Tesla, donc ils essayent de se battre quand même. Mais globalement, ouais, ils essayent de se battre, mais ils perdent un peu, quoi. La première étape, t'as un peu galéré, t'as réussi à convaincre finalement la trentaine d'usines et de partenaires Ouais. dans les secteurs dont tu nous as parlé. Donc ça, c'était la première étape. Mais après, la deuxième étape, c'était essayer de convaincre après les codeurs, les développeurs qui sortaient d'écoles, je sais pas, j'imagine des Epitech 42 ou des gens comme ça, ou Central, enfin des gens qui avaient peut-être bien fait, et puis de les convaincre ces gens-là de leur dire, bah allez pas chez Google, allez pas chez Amazon, allez pas chez Facebook, mais allez passer votre temps dans les usines, vous payez un billet de train. Comment t'as réussi à Bah, en fait, ça c'était drôle parce que on s'est fait des nœuds au cerveau. Puis après les nœuds au cerveau, on s'est dit mais en fait, et si on arrêtait de se faire des nœuds au cerveau, on a juste publié 3 articles qui disaient voilà, nous notre vision c'est ça, notre modèle c'est ça, voilà pourquoi on le fait. Et après on a un peu arrosé sur LinkedIn et sur AngelList. Et en fait on s'est retrouvé avec un flot de candidatures de ma boule. Mais de ma boule. Je crois qu'on a eu 80 candidatures les 3 premiers mois d'existence du truc, parce qu'en fait, ça touchait un truc, quoi. C'est pas du tout qu'on est malin, hein. C'est vraiment on a eu on a eu du bol, quoi. Tu touches un truc assez profond quand tu dis allez viens, on fait de la tech pour que tes usines restent dans les territoires, pour que machin. Enfin tu vois, il y a un de nos cofondateurs là, Kevin, le mec il est bardé de diplômes, il était à l'innovation d'Air Liquide, machin, il pourrait faire ce qu'il veut, ce type. Sauf que son grand-père, il était dans une usine. Et en fait, quand tu lui racontes OSS, il dit ok, je quitte mon taf demain. Et maintenant, il a une boîte qui s'appelle Mercateam et la boîte cartonne et machin. Mais tu vois, le sens fait que en fait, c'est plus grand que nous, quoi. Et du coup, justement, le profil des 80 qui ont répondu à votre appel, c'est quoi? C'est plutôt des jeunes, des gens qui étaient déjà en poste, qui avaient de l'expérience dans l'industrie ou pas? Ça, si tu devais faire un portrait robot un peu. C'est rigolo, on a 4-5 profils. T'as le profil tout jeune diplômé qui veut monter un truc et qui a fait ses cours d'entrepreneuriat, etc. T'as le profil expérimenté qui a déjà monté une startup, qui a soit fait une exit mais avec pas beaucoup d'argent, tu vois, qui a revendu sa boîte mais a pas beaucoup, et qui du coup qui se dit je cherche un nouveau truc, j'ai compris un certain nombre de choses. T'as le profil aussi qui est assez rigolo,
c'est la personne qui a fait 10 ans dans le manufacturing et qui en fait voit la même chose que ce que nous on voit, mais qui pense qu'il y arrivera plus ou il ou elle y arrivera plus par l'extérieur que par l'intérieur. Donc ça, c'est 3 gros profils. Après, tu as 2 profils. T'en as un, c'est celui qui a fait du MBA et qui a vu CEO sur la job desk et du coup qui met sa candidature en se disant je suis la bonne personne pour être CEO. Généralement, ça passe pas très bien chez nous parce qu'en fait, alors en interne, on les appelle les Jean-Michel MBA, ces gens-là. Enfin, c'est des gens qui ont moins d'expérience que leurs prétentions. Bref. Et le dernier truc, c'est le random absolu de mec qui est pas du tout dans les cases. Enfin, juste pour te donner des stats, on a lancé 8 boîtes, on a une vingtaine de founders. Ça va de 24 à 44 ans. On a 20% de femmes, malheureusement c'est pas assez. On a 30% de gens qui viennent de hors d'Europe. Enfin, c'est vachement divers, quoi. Et c'est que des gens basés en France ou c'est des gens qui sont... C'est des gens qui sont basés en France après OSS. Il y a pas mal de cas où des gens reviennent en France pour lancer une boîte avec. Ah d'accord, donc c'est intéressant ça. Ouais, on a beaucoup d'expats, beaucoup de gens qui, enfin, tu vois, des gens qui viennent d'Algérie, des gens qui viennent du Maroc, on a un Polonais, on a un mec qui est Afrique du Sud, Allemagne, France, un truc qui n'existe pas, etc., etc. Donc du coup, une fois qu'ils ont répondu à la candidature, voilà, tu m'avais déjà expliqué ça là, mais vous leur payez un forfait de train SNCF et vous leur dites voilà, vous faites un programme, vous allez pendant 2 semaines, vous faites combien d'usines ils font, tu m'avais dit, je me rappelle plus. Alors notre record, c'est 17 usines en 10 jours ouvrés. Faut avoir la santé. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est tu mets tes chaussures de sécu, quoi, et tu vas sur le terrain, tu parles aux mecs, tu parles aux opérateurs, tu parles aux gens pour savoir les problèmes. À la fin, tu catégorises. Généralement, tu as beaucoup plus de possibilités que ce que tu pourras adresser. T'en choisis un, et après, on rentre dans un processus de design. Et généralement, tu vois, le processus de design, c'est en 3-4 mois. C'est vraiment trouver un bon problème, comprendre la valeur que tu peux créer en réglant le problème ou en augmentant complètement l'usage. Et après, le processus de design, c'est de dire comment est-ce que cette création de valeur, tu la mets dans un produit. Et alors ça, pour être très franc, on n'a rien inventé, on a complètement pompé la méthodologie Google Venture que j'ai découvert avec ma première boîte. On a complètement pompé. T'as pas réinventé la roue, quoi. T'as été pragmatique. Ouais. Et du coup, on a complètement pompé la méthodo et so far, ça marche bien, quoi. Et du coup, donc là, c'est là où je suppose que toi, tes cofondateurs, vous rentrez en lice une fois qu'ils ont fait le tour des usines et qu'ils ont fait un état des lieux. Là, vous les accompagnez un peu, je suppose aussi sur structurer leur idée, peut-être aussi un peu la partie business, non? Parce que si c'est que des gens qui n'ont pas forcément une appétence pour la partie commerciale. Ouais, ce qu'on dit souvent, c'est que dans l'équipe de base, ce qu'on essaye qu'il y ait tout le temps, c'est technologie, design, HR, management, culture et sales. Les 4 trucs qu'il faut avoir, tu vois, au début d'une aventure. Et généralement, tu fais comme tu veux, mais t'as jamais les 4 parfaits au top au début quand tu commences. Et du coup, en fait, nous, on agit comme un cofondateur. C'est-à-dire on se définit comme le super cofondateur qui t'amène le code, le business, le machin, etc. Et du coup, on est opérationnel. Enfin, tu vois, eux, ils se font 17 usines les 2 premières semaines. Au moins un jour sur 2, il y a des gens de chez nous avec eux, quoi. C'est-à-dire, on est ultra opérationnel. Et même après, quand on productise, tu vois, on a 2 designers chez nous et faut ouvrir Figma et faire les trucs. Et puis, moi, mon boulot au jour le jour, c'est recruter des gens, parler à des industriels. Et le troisième truc, c'est être opérationnellement avec les fondateurs pendant qu'on crée la boîte. Enfin, on co-crée, tu vois, c'est pas du tout truc de management de consulting ou je ne sais quoi, où t'as des mecs en cravate qui donnent des leçons à tout le monde, quoi. C'est juste, tu fais et puis tu te prends les murs avec les entrepreneurs en même temps. Voilà, quoi. Et du coup, est-ce que les entrepreneurs, eux aussi, investissent de leur argent personnel dedans, dans le projet? C'est arrivé, mais en fait, on le met pas comme un critère parce que c'est vachement important pour nous que t'aies pas besoin d'avoir plein de pognon pour pouvoir entreprendre. Il y a un truc qui est vachement important, c'est que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quand même globalement beaucoup un sport de mâle blanc surdiplômé et qui a du réseau, quoi. Et si tu veux casser ça, un des trucs qu'il faut péter, c'est la nécessité d'avoir plein de pognon pour pouvoir se lancer. Et du coup, pour pouvoir péter ça, nous, on le met pas comme une condition sine qua non, quoi. On leur donne le pognon, la mise de départ dès le début, quoi. Donc vous leur donnez à partir du moment où ils ont validé l'idée et le concept? Ouais, on met 100 000 balles sur le compte. On met 100 000 balles sur le compte. Nous, lancer une boîte, ça nous coûte en gros 300-400 000 balles. Et pour ces 300-400 000 balles, on prend 20% de la boîte. Mais par contre, tu vois, ils ont de l'argent sur le compte. S'ils ont besoin de se payer, ils se payent. Enfin, tu vois, ils ont le temps d'être à l'aise pour monter une boîte, quoi. Les 100 000 euros, c'est après le fameux test bouillie, du coup. C'est ça, après le test bouillie, ouais.
J'imagine qu'ils ont des suées quand ils font le test, du coup. Ouais, bah, Charles, tu t'apprends à le connaître très vite dans le studio, mais en même temps, ça a une énorme valeur parce que les usines, c'est un monde qui est encore un peu bourrin, et donc faut savoir tenir le choc et pas se démonter quand quelqu'un te dit mais attends, pourquoi ça marche ta merde. On n'a pas l'habitude de parler comme ça dans le marketing, mais dans les usines, c'est comme ça que tu parles, quoi. Et du coup, en gros, Charles, il les prépare aussi à juste ce qui va se passer après quand ils vont faire du corps à corps pour vendre avec des directeurs d'usine, quoi. Non, je trouve que c'est un bon crash test, ce fameux test Bouygues. Ça peut éviter des mésaventures. Du coup, donc ça fait depuis 2018. Tu m'avais dit, je crois que vous avez cofondé Ouais, huit sociétés, si je me trompe pas. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu, du coup, sur ces 8 sociétés, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font, Ouais. est-ce qu'il y en a qui sont déjà percées? Ah ouais, ben écoute, avec plaisir. En gros, on a trois boîtes qui sont qui sont aussi celles qui sont sorties en premier, donc c'est normal qu'elles soient le plus matures. T'en as une par exemple, c'est Fabrique. Fabrique, le constat, c'est que tu vas dans n'importe quelle usine dans le monde, t'as tous les systèmes où ils sont obligés de rentrer les trucs, etc. Mais il y a toujours un tableau blanc avec marqué problème, action, solution, parce que dans une usine, t'as plein de problèmes et du coup, faut faire plein d'actions pour avoir des solutions. Et en fait, ce truc-là, c'est le vrai pouls opérationnel de l'usine. Et du coup, le vrai savoir-faire opérationnel, il est sur ces tableaux blancs. Sauf que, bah, évidemment, t'as pas l'historique, c'est pas collaboratif, c'est-à-dire, le mec qui est dans les bureaux, il va pas se déplacer pour aller voir le tableau blanc, enfin, etc., etc. Du coup, Fabrique, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a juste digitalisé le tableau blanc et la promesse était de dire, on te fait gagner la moitié du temps, en gros, administratif, de recopier, de machin, de faire les actions, de relancer tout le monde. Donc, cette promesse, on l'a réalisée. Et maintenant, ce qu'ils sont capables, c'est, ils utilisent de l'intelligence artificielle, ils commencent à utiliser des techniques un peu avancées de données pour que, en fait, quand tu dis, bah, tiens, j'ai un problème, j'ai une tache d'huile à cet endroit-là, bah, en fait, t'as l'intelligence artificielle qui te dit, ah ouais, c'est rigolo parce que t'as une tache d'huile là. Mais en fait, il y a 3 semaines, t'as aussi une tache d'huile sur la même bécane. Et d'ailleurs, il y avait ton copain de la ligne d'à côté qui avait aussi des problèmes de taches d'huile récurrents. Et voilà le plan d'action qu'il a suivi pour le régler et pas juste pour se prendre une tache d'huile tous les 3 semaines, quoi. Et du coup, en fait, tu vas créer cette espèce d'intelligence collective sur des vrais trucs du vrai terrain. Fabrique, là, ils sont, je sais plus, mais ils doivent être dans plus de 40 usines, peut-être même 50 maintenant. Enfin, ouais, 50. Ils ont Ah fait oui, une c'est levée, énorme. ouais, ils ont fait une levée de fonds. Ils ont 16 000 utilisateurs quotidiens. Enfin, tu vois, c'est le truc est parti, quoi, et ça marche bien. Ça, c'est une Et du première. coup, Ouais. ils sont capables du coup de connecter les mêmes usines d'un groupe, c'est-à-dire est-ce que si par exemple la Ouais, ouais, tâche d'huile de la machine à l'usine de Châtellerault, ouais, il y a eu le même problème à l'usine à Bucarest, ouais. ils seraient capables de. Ouais. Ouais, bien sûr. Et ils sont même capables de faire des trucs assez classe du genre. Par exemple, ils sont capables de dire, tiens, tes problèmes de qualité, tu les règles en moyenne 3 fois plus vite dans cette usine que dans cette usine. Donc peut-être que bah il faut se demander pourquoi est-ce que tu es beaucoup plus rapide à régler les problèmes de qualité à cet endroit plutôt qu'à cet autre. Et ils sont capables aussi de faire un truc qui est assez sympa, c'est qu'en fait tu mets le nom d'une pièce ou tu mets le nom d'un truc, et en fait ça te sort tous les problèmes que tu as eu sur ce truc-là. Et du coup, pour la conception de la prochaine fois où tu fais une pièce, tu peux dire, bah faites gaffe parce que il y a un énorme problème d'usinage sur cette partie de la pièce, parce que regarde, il y a eu tout le temps ça comme problème, quoi. Et c'est quoi le profil justement pour prendre l'exemple là, c'est quoi le profil des fondateurs de Fabrique par exemple? Ah bah là, tu vois, t'es pile poil dans le second time founder, donc l'entrepreneur deuxième génération. T'as Octave, qui est un mec incroyable, qui a beaucoup de valeur. Et en fait, Octave, il avait monté une boîte de food delivery où en gros, il faisait de la livraison de trucs un peu healthy à manger. Que des boîtes comme ça, t'en as 1200, donc c'est un enfer. Il a revendu sa boîte et son truc parce que c'est un enfer à opérer. C'est un jeu où faut lever 100 millions pour avoir le droit de jouer. Et lui, il avait pas envie de faire ça. Et en fait, il est arrivé chez nous par le sens et par putain, j'ai vu vos articles, il faut qu'on se parle, quoi. Donc lui, c'est Octave, et lui, c'est plutôt le côté technique, donc il s'occupe du produit, du code, etc. Et dans son équipe, tu vois, il a un mec polonais, je crois, il bosse avec des Brésiliens, enfin une équipe vachement multiculturelle, quoi. Et son deuxième cofondateur, c'est François Deschlette. Et François Deschlette, c'était l'ancien directeur général de Textmaster, qui était une marketplace de traduction tech, donc boîte purement tech. Il a participé au rachat de la boîte Textmaster par le leader mondial de traduction. Et pour son truc d'après, il s'est dit, bon, je vais être entrepreneur, mais je veux aussi que ça ait du sens, quoi. Et du coup, ben, boum, il s'est retrouvé chez OSS, quoi. C'est puissant, hein. Et du coup, donc ça, c'est un peu, je suppose, c'est votre pavillon témoin de la boîte que vous avez cofondée et qui est en plein boom.
Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a Ouais, il y en a d'autres. Bah, il y en a une moi, que j'adore, j'avais commencé à t'en parler, c'est Mercateam. Mercateam, pareil, tu vas dans une usine, tu parles à un directeur de prod ou un mec qui est responsable de ligne, et tu lui dis comment tu gères ton planning. Le mec, 100% va te sortir un Excel de la mort, avec en colonne machine XB12, machine XB13, machine XB14, et en ligne, tous ces mecs, donc tous les mecs, y compris, par exemple, les intérimaires. Et en fait, ils ont tous ça. Et le problème, moi j'ai été responsable de prod, le problème c'est que quand tu as en même temps Charles et John qui demandent leurs vacances, bah en fait tu prends ton Excel et tu dis putain ça passe pas au planning parce que s'ils partent tous les deux en même temps en vacances, la XB12 elle tourne plus parce qu'il y a personne qui sait faire tourner la XB12. Donc ça c'est le problème opérationnel, tu vois, ça peut paraître con, mais dans toutes les usines du monde il y a ça. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que on leur a filé de quoi faire un planning, mais surtout, on leur a filé un truc qui permet de dire qui sait faire la XB12, qui sait faire la XB13, de prendre des petites photos, des petites vidéos, de créer du contenu pour dire, pour bien faire marcher la XB12, voilà comment il faut faire, etc. Et de créer du contenu parce qu'en fait, autant les mecs qui sont cadres, quand tu veux leur faire du training, quand tu veux qu'ils montent de compétences, tu fais venir un formateur. Les mecs qui sont dans les usines, t'apprends parce qu'il y a le mec qui sait faire la XB12 qui t'apprend, quoi. Et du coup, en fait, tout le contenu, il est entre gens qui sont dans les usines. Et du coup, on a fait le logiciel qui organise ce truc-là et qui organise le planning. Et du coup, ce truc-là, ça prend comme un feu de paille dans les usines. Parce qu'en fait, t'arrives au mec de la prod, tu lui dis, bah en fait, moi, faire ton planning, ça te prenait 8 heures par semaine. Maintenant, ça te prend 1 heure. Donc, il est refait. Et surtout, tu vas voir le HR. Et tu vas voir une HR dans une usine. Tu lui dis, il y a combien de gens qui savent faire de l'usinage chez toi? Il dit, bah, je sais pas. Parce qu'en fait, t'as pas d'outils pour savoir combien de gens savent faire de l'usinage. La fameuse gestion des compétences, quoi. C'est un vrai sujet. Mais c'est un énorme sujet, mais le truc, en fait, c'est que la gestion de compétences pour les cadres, tu vois, tu leur mets une plateforme du genre Open Classroom, machin, ils sont super contents, ils savent aller chercher quoi. Mais le mec qui est intérimaire devant sa bécane, jamais tu vas lui faire remplir une fiche en lui disant est-ce que tu sais faire intelligence comportementale et relationnelle. Lui, son pain point, enfin, tu vois, le sujet, c'est ce qu'il sait faire tourner à la XB12. Et en fait, là où Mercateam, ça a vraiment décollé, parce qu'en fait, Mercateam, ça veut dire quoi faire tourner la XB12? Bah, c'est un peu de sécurité, c'est un peu d'usinage, c'est un peu de lecture de plan. Et en fait, tu rattrapes les compétences plus, on va dire, de bas niveau, enfin, tu vois, les compétences fondamentales, tu les rattrapes parce que tu sais que le mec sait faire tourner ou pas la XB12. Et du coup, c'est la première fois que tu as une vraie cartographie de tes compétences et que tu peux commencer à les piloter. C'est-à-dire tu lances tes formations sur Mercateam, machin, etc. Et tu vois, Mercateam, les deux, donc tu as Adrien Laurentin. Adrien Laurentin, il a monté une boîte de thé qui s'appelait Almighty. Il l'a monté à 1 million de chiffre d'affaires et il avait 30 000 balles de marge. Et il s'est buté pendant 5 ans pour faire une boîte qui faisait 30 000 de marge annuelle. Et en fait, il s'est posé, il s'est dit peut-être que les 20 prochaines années, c'est peut-être pas ça que je veux faire, quoi. Et là, il a rencontré OSS où il y avait le côté software. Donc, le software, structurellement, c'est des business quand même qui marchent beaucoup plus, mais aussi le côté sens. Et son cofondateur, donc Kevin, un mec bardé de diplômes, tout ce que tu veux, HEC, machin, n'en jetais plus, je sais pas quoi. Mais le vrai truc, c'est qu'il était à l'innovation de Air Liquide. Il faisait des machines merguez qui faisaient gagner des millions à Air Liquide. Et il disait, mais à quoi bon, quoi? Pourquoi est-ce que je suis en train d'inventer des machines à merguez pour Air Liquide pour qu'ils doublent leur marge, quoi? Enfin, ça n'a aucun sens. Et son littéralement grand-père, des machines à merguez. littéralement des machines à merguez, ouais, avec de l'air comprimé pour garder la merguez, en fait. Et en fait, et tu vois, et Kevin, quand il rencontre OSS, il dit, putain, mais vous savez que mon grand-père, il était à l'usine en tant qu'ouvrier, quoi. Et il m'a dit, quand on a fini et que Mercateam c'était un peu connu, machin, ils sont passés sur les plateaux, il y a sa grand-mère qui l'a appelé pour lui dire, bah tu vois, si ton grand-père il avait eu Mercateam à l'époque, je pense qu'il aurait été heureux. Bon bah c'est tu vois, un super compliment quand même. Hein. bah ouais, tu vois, Ouais, là tu sais pourquoi tu te lèves le matin, quoi. C'est cool. Et du coup, est-ce que tous ces cofondateurs là, donc il y en a certains qui étaient déjà familiers avec le monde industriel, mais d'autres manifestement pas du tout. Est-ce qu'ils t'ont fait part un peu de leur surprise ou de leur étonnement? Qu'est-ce qui les a le plus surpris quand ils ont visité des usines pour la première fois? Je suppose que certains n'avaient jamais mis les pieds dans une usine. L'immense majorité, hein, je crois que nous on prend des gens qui savent faire de la tech et on les emmène dans les usines, et du coup, la quasi-totalité n'avait jamais été dans des usines. Du coup, ce qui revient tout le temps, c'est tu rentres dans une usine, tu prends 30 ans dans la gueule en termes de digitalisation.
Parce qu'en fait, il y a 30 ans, les usines, c'est les premiers endroits où il y a eu des ordinateurs. Et du coup, tu rentrais il y a 30 ans dans une usine, il y avait des ordinateurs, machin, c'était le turfu, c'était incroyable. Sauf que maintenant, tu rentres dans une usine, il y a toujours les mêmes ordinateurs qu'il y a 30 ans. Donc, tu vois, c'est écran fond noir écrit en vert avec des AS400. Et du coup, c'est le passé, quoi. Donc ça, c'est le premier feedback qu'ils me font tous. Parce que juste, tout est à faire, quoi. Mais ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Le deuxième feedback, c'est, et ça, c'est tout le temps, c'est en fait une usine, c'est quand même des belles valeurs, quoi. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est génial dans les usines, c'est que tu peux émettre des idées, sauf que si tu émets une idée et que tu la mets en place et que 24 heures après, ta pièce est pas bonne, bah en fait, ça se voit tout de suite que t'es un loser, quoi. Et du coup, le bullshit a une vie très très faible en usine. Et du coup, ça donne une belle culture qui est de à la fois t'essayes, t'es en équipe pour essayer de résoudre des problèmes, et à la fois, tu vois, le bullshit, Ouais, t'as c'est pas pas de trop le temps, PowerPoint, quoi. mais des tests en réel, quoi. Exactement, tu vois. Et c'est pour ça que le test du Bouygues, il est vachement important. Parce que le test du Bouygues, c'est ça. C'est dire, ouais, super, intelligence artificielle, blockchain, et du coup, il va se passer quoi en vrai? Mais genre dans 48 heures, pas dans 8 mois. Et du coup, c'est une belle culture, tu vois, en termes managériels, en termes de gestion des hommes. Et le troisième, mais alors ça, c'est aussi, je pense ils nous font ce feedback, mais je pense aussi c'est parce que c'est pour ça qu'on les recrute. Donc tu vois, c'est intermêlé, mais c'est que c'est un endroit de dingue, une usine, parce que c'est le dernier endroit où t'as un mec surdiplômé qui discute avec un mec qui a pas le bac, et ils sont en même temps en train de regarder la même machine en se disant comment on fait. Et en fait, c'est des endroits de dingue, quoi. Moi, j'avais une question parce que moi, dans mes expériences professionnelles précédentes, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi beaucoup de responsables d'usine, directeurs d'usine, principalement en Amérique du Nord. Et ce qui m'avait marqué, c'est que eux, ils avaient été refroidis pas mal par tout le marketing autour de l'industrie du futur. Tu sais, tous les termes un peu industrie 4.0, intelligence artificielle, etc. Justement parce qu'il y a eu beaucoup de bullshit, Ouais. beaucoup de beaux parleurs. Toi, est-ce que tu as eu la même sensation en Europe, justement éviter d'utiliser des termes un peu pompeux comme ça et vraiment leur parler, parler de leur expérience au mieux de mettre des termes un peu marketing? Est-ce que tu as eu le même ressenti? Ouais, c'est clair. Et puis, ça non plus, c'est pas très politiquement correct, mais il y a un nombre de charlatans qui est assez phénoménal, quoi. Parce que tu vois, comme le digital, les données, etc., c'est un truc qui est peu maîtrisé dans le monde industriel. T'as plein de mecs qui ont senti le filon et qui disent tiens, vas-y, je te fais une mission de conseil à 500 000 balles et tu vas voir, ça va être le feu. Et puis en fait, il se passe rien, quoi. Et du coup, le mec qui est dans son usine et on lui refuse des investissements à 30 000 balles, il fait attendez les mecs, ouais, est-ce que vous êtes sûr d'être sur la bonne direction, quoi. Donc il y a beaucoup de charlatans, c'est un vrai problème, hein, c'est un énorme problème. Et tu vois, les charlatans, c'est quand même t'as des mecs qui s'improvisent pape de la digitalisation dans les usines. Déjà moi, tu vois, je sais pas ce que ça sera le modèle. Et puis t'as aussi un gros truc, c'est que euh, la façon de faire du digital, c'est vachement différent de faire du physique. C'est-à-dire, tu vois, t'achètes une nouvelle bécane, t'as l'habitude d'un projet cycle en V de 9 mois, et en fait le problème est très clair et la solution est très claire. Alors que le digital, c'est le problème, il est pas clair, et du coup la solution elle est pas claire, et du coup il faut itérer tout le temps, toutes les 2 semaines, une solution. Et en fait ça c'est pas du tout dans la culture. Donc en fait le choc de culture fait que il y a eu beaucoup ce côté bullshit, etc. Mais là en fait ce qui est intéressant c'est que malgré ce côté bullshit, etc. T'as t'as plein de directeurs d'usine. En fait, tu leur montres un truc qui marche en 48 heures et ils te tapent dans la main et ils disent on y va, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais. À partir du moment où tu leur montres qu'il y a un retour sur investissement concret, Ouais. ils sont prêts à y aller, quoi. Ouais, et puis faut pas partir dans des grandes théories, quoi. C'est juste, tu vois, Mercatim, euh, t'arrives, tu dis, bah voilà, ton planning c'est 8 heures par semaine, et moi je te digitalise tout ça en 48 heures, et à la fin, t'auras tous tes mecs qui seront dessus, et du coup tu pourras piloter tes compétences, tu pourras lancer des compétences sur les mecs qui en ont pas assez. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Sauf que derrière, il y a plein de digital, il y a plein de machins, il y a plein de savoir-faire technologique, mais la proposition de valeur, elle est super claire, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est top, hein. Et du coup, justement, moi, une question qui me vient à l'esprit tout de suite, et je t'avais déjà posé la question quand on s'était parlé avant, c'est vu que tu as les mains dans le cambouis et que tu passes ta vie dans les usines à aller voir les problèmes, quelles sont pour toi les grosses tendances qui se dégagent sur la thématique? Là, je reprends des termes un peu génériques, quoi, mais industrie du futur, industrie 4.0, là, pour la digitalisation des usines. Si tu avais 2-3 grosses tendances qui pour toi vont arriver dans les usines. Ouais, bah écoute, alors déjà je suis pas du tout le pape de ce truc et je détiens pas la vérité, mais je peux te dire des trucs que je vois. Le 1, c'est la donnée, quoi.
t'as une bataille autour de la donnée en ce moment, parce qu'en fait, la donnée, toutes ces données qui sont dans les bécanes, de savoir quand la pièce était bonne, comment est-ce que la bécane est marché, versus quand la pièce n'était pas bonne, qu'est-ce qui s'est passé, etc. En fait, cette donnée, tu mets un peu d'intelligence artificielle derrière, ça te fait ton savoir-faire. Et du coup, en fait, t'as une bataille autour de la donnée où les fabricants de bécanes, ils disent, en fait, la donnée, elle est à moi. T'as les mecs qui font le cloud, les GAFAM, qui disent en fait la donnée elle sera à moi et puis je vais t'aider, sauf que au bout de 5 ans, si t'as filé ta donnée aux GAFAM, en fait ton savoir-faire il est parti chez eux quoi. Et puis t'as des entreprises qui disent non en fait la donnée elle est à moi et qui commencent à avoir des gros résultats. Tu vois, une des boîtes avec lesquelles on bosse c'est Michelin, qui sont absolument incroyables. Michelin ils ont 5 ans d'avance sur toutes les usines de France quoi. Je les adore et ils l'ont fait tu vois à partir de France dans un territoire etc. Donc les mecs sont incroyables et eux à l'aise ils te font des projets d'intelligence artificielle où ils gagnent des dizaines de millions dans leurs usines et ils les déploient en 6 mois tu vois à l'aise et en fait ils montrent un peu le chemin de ce que ça sera l'industrie donc ça c'est le premier truc tu vois, c'est vraiment cette énorme bataille autour de la donnée, de qui détient la donnée, du coup qui détient les algorithmes qui ont été entraînés au-dessus de la donnée. Ça c'est le premier truc. Il y a un deuxième truc qui est immense, d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on a lancé Mercateam aussi, c'est les compétences. C'est-à-dire qu'en fait, là où avant, en gros, quand tu étais responsable de prod, ta responsabilité c'est mes bécanes, mes hommes, pour faire vite. Maintenant, ma responsabilité c'est mes bécanes, mes hommes et ma donnée, mes logiciels, mes machins. Ça change de taf, quoi. Et du coup, ce rattrapage, donc il y aura évidemment créer des nouvelles compétences, mais aussi upskiller les compétences actuelles. Enfin, tu vois, tous les gens qui travaillent aujourd'hui en usine, il faut arriver à faire des plans de formation qui les ramènent. Enfin, tu vois, on en est à un stade où les mecs de Safran, les mecs de Airbus, les mecs de Michelin, ils créent leurs académies de formation interne. Tu vois, tellement c'est un problème, quoi. Ça, c'est la deuxième grosse truc. Et après, il y a un troisième en termes de 4.0 que je trouve assez rigolo. C'est que, en fait, tout se miniaturise, tout devient plus rapide et du coup tout devient plus personnalisé, etc. Enfin, tu vois, dans les mecs pareil avec qui on bosse, Cuisine Schmitt, le Cuisine Schmitt, t'as le patron qui dit ok en fait si on essaye de se battre sur le coup avec les Chinois, globalement dans la menuiserie ça va très mal se passer pour nous, donc qu'est-ce qu'on fait? Résultat il dit en fait moi ma vision c'est assez simple, c'est j'ai un site web, t'es un jeune couple qui vient d'avoir son premier bébé, du coup t'as ton premier appart et du coup tu veux ta cuisine sur mesure parce que ça y est t'as un peu de pognon et tu veux te faire plaisir, et je commande ma cuisine sur mesure chez Cuisine Schmitt et je l'ai livrée chez moi en 24-48 heures après. Donc le mec, il a posé cette vision-là. Et du coup, tu vas dans leur usine. Quand un client appuie sur acheter, ça lance un ordre de fabrication sur un milliard de combinaisons qu'ils ont. Et le truc est réellement lancé 24 heures, 48 heures après, tu l'as chez toi. Et ça, tu te dis, putain, c'est incroyable enfin, tu vois, c'est une révolution. Ouais, donc c'est même plus des petites séries, quoi. C'est fabrication à la commande, vraiment à la unitaire. Commande, unitaire. Fabrication unitaire. Et tu vois, du même, enfin, tu vois, on a plein de pépites françaises comme ça. T'as des mecs qui on bosse aussi, qui s'appellent Diam Bouchage, que j'adore. Diam Bouchage, ils font des bouchons en liège et ils les vendent aux mecs qui font du vin, des spiritueux, etc. Ils sont en train de faire un site e-commerce où t'as un mec chinois qui fait son alcool de riz, il fait son configurateur de bouchons et 48 heures, il l'a en DHL chez lui en Chine, quoi. Donc c'est tout ce qui est la gestion de la commande, l'expérience client, de la supply chain, tout ça digitalisé, quoi. En fait, le vrai truc, c'est que avant, tu avais un peu le commerce et les opérations. Et en fait, maintenant, ça devient une grosse box qui est réponse au client, quoi. Et justement, est-ce que tu vois ça, j'imagine, par exemple, pour un marché de masse comme l'automobile, est-ce que tu penses qu'on sera capable un jour de commander sa voiture sur Internet en un clic, comme la fameuse cuisine, et de l'avoir livrée peut-être en 48 heures, mais... Les voitures à explosion, carrément pas, parce que c'est hyper compliqué, mais les voitures électriques, c'est beaucoup, beaucoup plus simple à faire. Enfin, en gros, une voiture électrique, si je caricature, c'est une batterie qui est sur un skate et de l'électronique au-dessus, mais t'as plus du tout de mécanique compliquée, de moteur, machin, etc. Et du coup, on va arriver vers des niveaux de personnalisation comme ça. Ouais. C'est vraiment super intéressant. Donc, si j'ai bien noté, c'est les données en numéro 1. Donc, je suppose qu'après les données, c'est tout ce qu'il y a autour de... Il y a la propriété intellectuelle dont tu parlais, mais il y a aussi des idées de cybersécurité liées à ça, l'exploitation, etc. Parce que moi, ce qui m'avait marqué quand j'ai visité pas mal d'usines, c'est qu'ils avaient plein de données, mais ils savaient pas quoi en faire. Ça, c'est un constat aussi général, j'ai l'impression.
En fait, les données, le cycle un peu normal d'une usine sur les données, c'est étape 1, ouais, pop, on va faire des trucs de fifou. Et du coup, je lance un projet d'intelligence artificielle sur un tout petit périmètre. Après moult efforts, ça marche. Et là, je dis, OK, on le met dans toutes les usines. Et là, je me rends compte que les structures de données et les données dont j'ai besoin sont dans 43 bases à des formats totalement différents et que rien n'est réplicable. Et du coup, j'arrête. Et je comprends que, en fait, les données, premier truc à faire, c'est faire en sorte que les données soient au même format, interopérables, dans le même endroit, mises à jour régulièrement, pour pouvoir ensuite faire des projets de fifou qui font de l'argent. Mais en fait, tu vois, c'est un peu comme tout le monde veut sauver l'environnement, mais personne veut sortir les poubelles. En fait, tout le monde veut le truc shiny de l'intelligence artificielle, mais personne veut faire le boulot d'architecture, quoi. Ouais, le back-office derrière qui est quand même assez complexe. On va arriver au terme de l'entretien, Renan. Moi, j'avais une question que j'aimerais te poser avec ton expérience. Si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui a pas forcément les codes dont tu parlais, donc qui a pas forcément fait une grande école, pas forcément né à Paris dans une famille aisée, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils devaient se lancer? Le premier truc, c'est que l'attitude, ça résout tout. C'est-à-dire que le seul truc le plus important, c'est l'attitude. Et l'attitude, en fait, j'ai décidé que ça allait marcher, du coup, ça a marché. Et c'est, je suis humble quand j'ai des problèmes, mais je suis quand même ambitieux pour y arriver. Et d'avoir cette énergie d'avoir cette attitude-là. Et en fait, cette attitude, quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui sont du milieu, on va le dire comme ça, qui n'ont pas du tout cette attitude. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est pas eux qui gagnent, quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. C'est en fait toujours croire en son étoile et avoir cette attitude-là vis-à-vis du fait d'entreprendre. Et le deuxième, c'est de s'entourer de gens inspirants, bienveillants, qui sont les bonnes personnes. Et en fait, ça, c'est une erreur que j'ai fait au tout début quand je me suis lancé. Je la fais probablement encore, mais j'essaie de la faire de moins en moins. C'est qu'en fait, quand tu demandes à des gens que tu admires de ouf, un peu de temps et que tu prépares bien ton truc et que tu as la bonne attitude, en fait, c'est hallucinant à quelle fréquence les gens te répondent alors qu'ils te doivent rien, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai l'employé numéro 1 de Airbnb qui est un de mes mentors maintenant. Le mec n'a aucun intérêt à me parler un quart d'heure tous les 3 mois, quoi. Zéro. Il est bien plus fort que moi, il sait faire plein de trucs, mais il le fait et il prend son temps et en fait tous les gens vraiment inspirants, vraiment bienveillants que je connais, c'est des gens avec qui tu peux avoir ce genre d'interaction. Et en fait, si tu es capable de commencer à t'entourer de ce genre de profil-là, en fait, tu vois, il y a pas de limite, quoi. Donc c'est-à-dire oser sortir un peu sa zone de confort, oser aller contacter des gens qu'on connaît pas forcément pour prendre des conseils. Ouais, parce que t'envoies 10 mails, au pire, qu'est-ce qui se passe? T'as dit non, et puis en vrai, t'auras peut-être 8 non, mais t'auras 2 cafés de ouf avec des gens incroyables et tu pourras apprendre. Donc, quel est le coup, quoi? À part de passer un peu pour un con, mais ça c'est... Non, mais ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ouais. Écoute, merci beaucoup, Renan. C'était vraiment un échange hyper passionnant. Je trouve que c'est un concept... moi, ça rejoint aussi beaucoup mes valeurs. On en a déjà parlé, mais tout ce qui est l'industrie, les territoires, etc. Donc, je vous souhaite plein de succès. Et je suis sûr que vous allez avoir plein de super boîtes qui vont sortir de OSS Ventures. Et voilà. Donc, plein de succès pour le futur. Merci beaucoup. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!